vais commencer avec vous, Dominique Potra. Vous êtes président du directoire de la coopérative Wellcop. Vous pouvez nous présenter rapidement cette coopérative? Oui, tout à fait. Donc, coopérative de pharmaciens. La coopérative Wellcop est une très ancienne coopérative. On va fêter nos 90 ans. Alors, c'est le commerce parce que le pharmacien est la profession de santé qui a la double casquette. Profession réglementée, profession de santé au code de la santé publique, article 5, rôle et mission du pharmacien, et puis commerçant. Et la coopérative est le volet commerçante de ce métier. Nous sommes une coopérative qui avons développé différents services et différents produits. Historiquement, un laboratoire de parapharmacie, un laboratoire de dermocosmétiques, laboratoire marque verte, on y reviendra. Un laboratoire de générique, on y reviendra aussi, puisqu'on parle de réindustrialisation sur ce plateau. Un laboratoire d'import-export de médicaments. Et puis de la logistique, parce que des pharmacies, il y en a 19 000. Il y en avait 22 000 il y a 7 ans, il n'y en a plus que 19 000. Donc il y a aussi ça comme problématique chez nous, c'est qu'on ne s'installe pas comme on veut. On est une vraie profession réglementée, numerus clausus, droit d'installation soumis à quota, voilà. Et puis nous avons un volet serviciel avec la IT. Et notre première et grande réussite d'industrialisation, c'est dans la IT. Et puis prestation à domicile avec des médicaments. Donc voilà, 4400 pharmaciens coopérateurs sur 19 000. Oui. Alors évidemment, parler de la réindustrialisation avec vous, c'était nécessaire. On a tous entendu parler de cet enjeu depuis le Covid pour nos médicaments français. Vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui, nous donner quelques exemples indispensables? Alors depuis le Covid et en 2023-2024, des tensions sur beaucoup de molécules, et on s'est aperçu que notamment dans le milieu des génériques, sur les médicaments les plus vendus en France, le marché des génériques, eh bien il y a des arbitrages qui se font, et la France ayant des prix de produits très bas, eh bien les produits sont allés plus naturellement dans le reste du monde et dans le reste de l'Europe. Et nous on a eu des ruptures, donc l'amoxicilline a été en rupture depuis septembre 23 jusqu'à milieu 24. Mais nous avions créé dans les années 2010 notre propre laboratoire de générique. Il est petit, on est 8e génériqueur en France, mais comme nos produits sont principalement fabriqués en France et en Europe, et que notre seul marché, c'est les pharmaciens français, ben nous, on en a eu beaucoup plus longtemps que les autres. Fin d'année 23, début d'année 24, ben, il y avait de l'Amox Christers, notre laboratoire s'appelle Christers, il y avait de l'Amox Christers parce que nos produits sont réservés au marché français. Ouais. C'est un moyen de conserver pour les pharmaciens une capacité à servir dans ces missions de santé publique. Voilà, sur cette post-Covid, ce qui s'est passé. Et ça va continuer. Des ruptures, il y en a en permanence. C'est un vrai problème. Il y a eu le problème du paracétamol aussi. Le paracétamol. Alors le paracétamol, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Dans la rupture, il y a le problème du produit fini, mais il y a le problème de la molécule. Donc là, non, mais c'est très positif. Non, c'est très positif. Le taureau par les cornes, c'est quoi? On va produire de la molécule. Parce que c'est bien beau de dire on va réindustrialiser, mais les usines, il leur faut de la matière première. Ouais. Le paracétamol, on va produire du paracétamol, de la molécule en France, et c'est très bien. Alors, je crois que chez vous, le choix de réindustrialiser, c'était un peu dans vos gènes. Expliquez-nous ça. Alors, c'était historique puisque le premier laboratoire marque verte, la première émanation de la coopérative, c'était pour produire des couches pour bébés, des couches d'incontinence dans les années 70, quand les couches sont tombées dans le monopole pour aller dans la grande distribution. Ils étaient là avant. Donc voilà. Et donc nous, on a décidé de faire notre propre couche. On est aussi dans l'Est. Il y avait beaucoup de gens de l'Est, c'était très bien. Et on est dans l'Est, donc il y avait les Vosges, il y avait de la production à cette époque-là. Il n'y a plus de production. Voilà. Et puis après, dans les années 2000, c'est la data, l'informatique. Et donc on s'est lancé dans l'industrie du software pour nos pharmaciens. Pour nos pharmaciens. D'abord pour nos pharmaciens, on a une filiale qui s'appelle Equasens, qui a fait l'informatique de pratiquement 44% des pharmacies. Et puis comme on n'était pas mauvais, la coopérative a décidé de mettre 25% du capital en bourse d'Equasens pour développer le software pour toutes les autres professions de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le champion de l'informatique pour les professions de santé en France et en Europe, c'est la filiale Equasens d'une
petite coopérative de l'Est de la France. Voilà, ça c'est sur la partie software. Je vous ai parlé du générique. Ensuite, il y a eu le générique. Le générique, c'est quelque chose qui est stratégique. Il y a des décisions qui vont se prendre en ce moment et pour les années qui viennent pour que on puisse avoir en France un arrêt de la baisse des prix des médicaments pour être attractif. Et puis, je pense, et on en a parlé avec le cabinet de votre prédécesseur, je pense qu'il y a aussi à travailler sur le fait que quand un médicament est produit en France et en Europe, eh bien, il ne doit pas avoir la même taxation ou les mêmes conditions. On est entre la problématique de l'imposition des sociétés et entre les taxes sur les ventes directes. Voilà, il y a plein de sujets qui sont d'actualité. Vous voulez réagir, Antoine Armand, dessus ? Non, mais enfin, je suis totalement d'accord. J'ajoute juste un point, parce que ça tend la perche sur le paracétamol. C'est parmi les sujets de réindustrialisation, il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai du mal avec le terme de réindustrialisation parce qu'il peut laisser penser qu'on va réinstaller en France ce qu'on produisait naguère. Ça peut évidemment pas être l'enjeu si on veut être compétitif. Ce qui est intéressant, c'est de produire le principe actif. En réalité, beaucoup plus que les gélules mêmes qui sont ensuite fabriquées. Et la deuxième chose, c'est que je constate que si on n'a pas des fédérations fortes qui portent du commerce local et maillé sur le territoire, on a du mal à tirer ou à lancer, je ne sais pas comment il faut le dire, des nouveaux sites et des nouvelles implantations. C'est le cas pour les médicaments, c'est le cas dans d'autres cas. Et dernier point sur le prix des médicaments et sur la protection. On ne peut pas être le seul continent au monde à ne pas discriminer positivement nos produits par rapport aux autres. Ouais. Ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes le seul continent au monde qui a une union commerciale, évidemment je ne parle pas d'autres, à considérer qu'un médicament fabriqué en Asie et un médicament fabriqué sur notre sol, c'est pareil. On est les seuls à penser comme ça, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais c'est évidemment, à mon avis, le nœud. On avait eu un très bon accueil du cabinet du ministre. Voilà. Très bien. Je suppose quand même pour réindustrialiser, reproduire en France, le fait que vous soyez financé par le système de santé, par le PLFSS, ça facilite quand même les choses. Alors, eh bien non. Non, on est le système de santé est déficitaire. Il faut faire des économies. Chaque année, il y a des vagues de baisse de prix. Donc la pharmacie s'appauvrit. Donc nos adhérents s'appauvrissent. Hein, voilà. Et donc nous, notre job, c'est de créer les conditions d'une croissance sur la marge. C'est pour ça qu'on a commencé par l'informatique, c'est pour ça qu'on est dans les génériques. Ouais. On a un enjeu extrêmement intéressant pour le système de santé, c'est que les coopératives, par statut, leurs bénéfices, les coopératives de pharmaciens, elles vont forcément vers les adhérents, vers le maillage dont parlait Monsieur le Ministre. Renforcer le maillage par du dividende coopératif, c'est redonner le financement public aux pharmaciens. Donc c'est une économie circulaire, positive. Et ça, c'est un nouveau sujet. On a commencé le Tour de France avec le collège au sein de la FCA, on a créé un collège des coopératives de pharmaciens du fait de notre particularité. Hier, on était à Douai, on avait le sénateur qui a écrit le rapport sur la financiarisation de la santé, parce que le sujet, il est là derrière. C'est que si on ne fait pas attention à favoriser des modèles redistributifs comme le nôtre, on va avoir des fonds de pension. C'est déjà le cas dans les groupements de pharmacie. On a une autre coopérative de pharmaciens qui fait de la répartition pharmaceutique, c'est deux concurrents, c'est un fonds de pension américain et un industriel allemand. Okay, donc il faut que le pouvoir public comprenne que notre modèle redistributif doit être avantagé. C'est pour ça qu'on a imaginé et qu'on refait le tour des cabinets ministériels et des conseillers présidentiels pour expliquer que cette redistribution, il faut la favoriser. Il faut la favoriser avec soit des modèles incitatifs à la coopérative, soit pour toute la partie de réindustrialisation. Je pense que les investissements devraient avoir des règles d'amortissement pour les coopératives qui réinvestissent dans des outils de production. Monsieur le ministre a dit, le principe actif, c'est important. L'industrialisation, elle existe. On a des sous-traitants qui fabriquent des génériques en France. Hein. On en a beaucoup, heureusement. Nous, on a les nôtres. Hein. Et puis, de toute façon, la solution, elle sera européenne, parce qu'on va produire du paracétamol, mais il faut qu'on produise pour l'Europe, pas pour la France. C'est un non-sens, le marché est trop petit. Donc il va falloir aussi redimensionner notre production. Donc
avoir dans les mois qui viennent des règlements pour que les investissements des coopératives qui sont en fait une redistribution de l'État, de l'argent de l'État, soient avantagés, des règles d'amortissement. Voilà, c'est notre travail aujourd'hui. Ça sera essentiel aussi parce que je me demandais comment les coûts de production français pouvaient concurrencer les coûts de production à l'étranger. On peut pas, on est numéro 3, on a un laboratoire qui s'appelle Apso, numéro 3 dans les compresses et dans les pansements, d'accord ? C'est remarquable pour une coopérative. On ne peut plus produire ailleurs qu'en Chine. Pourquoi ? Parce que la matière première coton, elle est en Chine. La main d'œuvre la moins chère, elle est en Chine. Le sujet, les dés sont jetés. On va pas, si j'aimerais bien qu'on fasse du coton en France. Peut-être que le réchauffement climatique va nous y permettre. Mais bon, de là à concurrencer les 7 millions de tonnes chinoises, on ne le fera pas. Non, ce qu'il faut, c'est que on tienne compte du circuit de distribution particulier, d'un modèle coopératif qui fait partie de l'ESS, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc il faut qu'on en tienne compte dans nos politiques françaises et européennes, avec les mêmes règles qui sont les règles qui s'appliquent dans d'autres pays. Bon, je ne parle pas du président américain qui est le président américain. C'est ça. Merci beaucoup. Je crois que certains messages passent bien. Gérard Leclerc, vous êtes le PDG d'Intersport, propriétaire d'ailleurs de plusieurs magasins, vous-même, combien ? Oui, je suis adhérent à Intersport depuis une trentaine d'années. J'ai 25 points de vente dans la coopérative. Quelle est la situation d'ailleurs d'Intersport aujourd'hui ? Bon, Intersport va bien. Voilà. Intersport va bien et c'est important qu'il aille bien d'ailleurs. Alors clairement, je ne céderai pas à votre charme, je ne dévoilerai pas les chiffres de 2024, ils n'ont toujours pas été dévoilés. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Il me reste 20 minutes pour essayer de vous les faire dire. Non, je ne lâcherai pas. Et puis le deuxième point, Intersport, comme les autres marchés, le marché du sport est un marché qui se comprime un petit peu. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas subventionnés, ni les uns ni les autres, mais on avait un marché qui était très porteur et ça nous a bien aidé depuis une dizaine d'années. Puisque effectivement c'est un marché qui est en croissance. Pourquoi tu rigoles ? Prenez le micro. Ouais. Donc à partir de là, voilà, ça se passe pas mal. On a réduit nos opérations de croissance externe, on a repris GoSports et on a quasiment finalisé. Donc voilà, on a fait une belle année 2024. Bravo. Tout va bien. Et alors Intersport a racheté la manufacture française du cycle, située en Loire-Atlantique, c'était en 2013. C'est le premier assembleur de cycles en France. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision ? Eh ben, on l'a évoqué tout à l'heure, l'avantage d'une coopérative et d'adhérents de coopérateurs, c'est qu'ils essaient de trouver toujours des solutions à leurs problèmes. Et nous, à l'époque, et notamment ça fait partie de notre marché, on avait quelques difficultés à pouvoir être approvisionné en vélo, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de marques à distribution sélective, avec des réseaux spécialistes, et en face de nous, des hypermarchés, il y a 10-15 ans, qui représentaient 40-45% des volumes. Donc on a décidé de prendre notre avenir en main. Pourquoi on a décidé de prendre notre avenir en main ? Parce que cette usine qui fabriquait une toute petite partie de nos vélos, les autres étant importés de Chine bien sûr, a déposé le bilan. Ça s'appelle MFC. Ça tombe. C'est l'ancienne usine Cycle Europe, l'ancienne usine Gitane. Enfin, il y a toute l'actualité. Et cette usine vient de fêter ses 100 ans, comme nous d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être un hasard. Et naturellement, on se dit voilà, on a une certaine difficulté à être approvisionné. Comment on prend notre avenir en main ? Cette usine se trouve à la barre du tribunal en 2013 et on se dit, voilà, tiens, peut-être que c'est l'occasion et ça me donne au passage de rendre honneur à mon prédécesseur qui a eu cette vision à ce moment donné de dire, et si on achète une usine, c'était pas du tout dans nos prérogatives ni écrit dans nos plans stratégiques. Et ça a été facile d'embarquer tout le monde dans l'aventure, toute la coopérative ? Vous savez, un distributeur, un commerçant, quand il peut pas vendre de produits parce qu'il peut pas les acheter, ça le rend dingue. Voilà. Donc, à partir du moment où on leur a proposé d'acheter des produits, de pouvoir les vendre, naturellement, ils ont tous suivi. Alors, 10 ans après, est-ce que vous diriez que c'est un succès, que vous avez bien fait de racheter cette manufacture ? Eh ben, qu'est-ce que je peux dire sans flagornerie ? C'est qu'effectivement, on a triplé les chiffres d'affaires en 10 ans, donc c'est plutôt bien. Ça nous a aussi permis, à nous Intersport, de devenir le deuxième distributeur d'articles de vélo sur le marché français. Peut-être d'avoir été tatillonner les mecs de l'alimentaire qui ont perdu une grande partie de leur part de marché sur le vélo. Donc quelque part, on a gagné aussi. On a aussi globalement complété notre
notre offre de service, parce que c'est important aussi pour nous. On ne peut pas être distributeur de sport et pas avoir de vélo. Donc, franchement, c'est une belle chose. Et aujourd'hui, 70% des produits que l'on fabrique sont les produits, enfin, 70% des produits que l'on vend sont nos produits exclusifs. Voilà. Un vrai succès. Un vrai succès. Et ça nous permet, pour répondre à la mission sociétale qu'on se donne aussi, de permettre à tous les Français de pouvoir pratiquer le sport et le vélo au meilleur prix. Je sais, vous le dites, vous êtes un distributeur de bonheur. Voilà, alors ça c'est la dernière vocation qu'on a, c'est que nous on imagine, quand on parle de coopérative, quand on parle de tout ça, on a cette espèce de supplément d'âme. Moi j'en sais qu'on a un supplément d'âme, et notre supplément d'âme, en dehors de permettre à tous les Français de pratiquer le sport, c'est qu'on est distributeur de bonheur. Et ça c'est quand même un vrai sujet. C'est joli. C'est plus sympa de vendre des vélos que des parpaings, hein, dans le pire des cas. Est-ce que le fait d'avoir votre propre manufacture, on sait à quel point aujourd'hui le contexte géopolitique est bousculé, est-ce que c'est une façon aussi de vous garantir des ruptures d'approvisionnement, de vous protéger ? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, si on a su imaginer des choses, on se protège un peu. Mais on reste avant tout, hein, et je réponds un petit peu à Monsieur l'ancien ministre, c'est que nous, on est quand même assembleur. Hein, c'est-à-dire que nous, on va pas à l'origine de la fabrication ou de la molécule comme vous, mais à l'inverse, on va chercher les produits et on vient les assembler en fonction des différents éléments. La différence essentielle que l'on a, c'est qu'effectivement, quand on compare les vélos qu'on achète en Chine et les vélos qu'on fabrique en France, en totalisant effectivement le prix d'achat de toutes les pièces détachées et la main-d'œuvre qu'on doit mettre au bout, le résultat, il n'est pas positif. Non. Clairement, il n'est pas positif. C'est tellement plus simple. C'était tellement plus simple. Par contre, on est parti du paradoxe suivant, c'est de se dire comment je fais pour être rentable, pour prendre une part de marché sport, et comment je fais pour être rentable pour garder un outil industriel. Et la vision qu'on a eue à l'époque, c'est de dire comment, on parlait de réconciliation tout à l'heure, comment on réconcilie nos prévisions de vente, donc besoins consommateurs, avec l'outil industriel. Parce que vous savez comment que dans la distribution, on a cette espèce, en tout cas nous, la distribution mass market, on a cette espèce de jeu des soldes, hein, qui est le correctif de nos erreurs d'achat ou des prix de vente, etc. Donc plus je peux corriger, effectivement, plus je me proche du besoin consommateur de chaque magasin, de chaque région, ben naturellement, ma perte de valeur sera moindre, hein, et donc je viens compenser la perte de marge industrielle que je peux avoir. Alors l'équation, quand j'exprime comme ça, elle paraît simple. Hein. Bon, après dans les faits, elle est un peu plus compliquée, mais je pense que c'est une partie de la clé de notre réussite, même une grosse partie de la clé de notre réussite. Donc vous arrivez comme ça à compenser ces coûts de production qui évidemment sont bien plus faibles en Chine. Oui, et puis on a réussi à date. C'est vrai qu'effectivement, j'espère que puis bon, le marché, il y a des tendances économiques qui nous permettent de dire qu'on devrait y arriver. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a réussi non seulement à combler ce vide, mais en plus à faire que nos vélos soient les meilleurs vélos français, puisqu'on est encore récompensé. Depuis 5 ans, on a le meilleur vélo électrique de France, enfin de toutes les marques de distribution sur le marché français. Donc non seulement on a réconcilié le coût industriel, mais en plus on a allié la performance technique et commerciale. Donc bravo à toutes les équipes chez nous, parce que franchement c'est un travail colossal et c'est un risque majeur. Est-ce que vous diriez que les coopératives sont en adéquation parfaite pour pouvoir justement réindustrialiser la France? C'est quoi la différence qu'elles peuvent apporter? Moi, je crois à notre mission sociétale. Moi, je crois qu'au départ, ça vient pas une volonté de dire tiens, les politiques sont pas capables de le faire, nous on va le faire. Voilà. Donc ça marche pas. Ça correspond à une vraie vision d'un enjeu social, sociétal et économique. Voilà. Et c'est cette réconciliation-là, cette volonté, cette vision, parce que je crois qu'aussi il faut avoir un peu de vision sur les enjeux de demain, et ces prises de risques qui nous permettront de jouer notre rôle pour réindustrialiser la France. On est aussi, nous, de notre côté, alors on l'a fait sur le vélo, maintenant on a lancé plein de petites opportunités sur des usines de textiles françaises, comme on fait avec eux. On essaie de rééquilibrer le marché. Ça, je peux pas trop en parler encore, mais en tout cas, c'est notre vrai sujet à nous, c'est de dire comment l'approvisionnement de proximité peut nous permettre de couvrir au mieux les besoins du consommateur chaque jour, et donc en tout cas d'être plus performant là-dessus. À défaut de faire de la marge, on donne du bonheur aux gens. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, merci. Éric Plat, vous avez une double expérience, opticien de formation, aujourd'hui à la tête du groupement coopératif Atoll les Opticiens, ancien président de la FCA, propriétaire de plusieurs magasins sur la région de Bordeaux.
Atoll fabrique ses propres lunettes à Beaune depuis 2006. Ça fait déjà un moment, donc, finalement, que vous êtes sur ce sujet de la réindustrialisation. Oui, alors on fabrique pas toutes nos lunettes à Beaune. À Beaune, c'est une plateforme industrielle, logistique, où on fait comme vous de l'assemblage, c'est-à-dire notamment des verres et des montures. Par exemple, celle que je porte, elle est 100% française, c'est-à-dire qu'elle est même origine France garantie, j'en suis très fier. Et donc nous, comme on est trop petits, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on noue des partenariats stratégiques avec des industriels. On va les aider, par exemple, à relocaliser leur production. C'est le cas d'un industriel en ce moment avec qui on va travailler à partir du mois de novembre-décembre. On a commencé de leur passer des commandes. Et eux produisaient en Chine et vont rapatrier en France une partie de leur production en faisant venir des ingénieurs chinois en France. Vous avez bien entendu, en faisant venir des ingénieurs chinois. Cette idée part de vos commandes à vous? Parce que vous dites que vous allez les aider. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. À notre demande, on rédige des cahiers des charges pour nos produits en termes de prix, en termes de qualité, en termes de bénéfices pour nos clients. Et puis, nos industriels français nous disent oui, on peut le faire, oui, on peut pas le faire. Non, on peut pas le faire. Alors, au cours de ces dernières années, je dois bien dire que le gouvernement nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues en créant le 100% santé. On est passé d'environ 70% de produits vendus, enfin 70% de notre chiffre d'affaires réalisé avec des produits fabriqués en France. On est passé à 60 parce que on nous a imposé le 100% santé avec des prix très très bas et qui a fait fondre la part de marché des produits français dans notre secteur. Mais on se bat, on a envie. La lunette que je porte, par exemple, elle vaut 170 €. Vous voyez, le prix moyen d'une monture, c'est 120 € environ, 125 €. Donc, vous voyez, l'écart n'est pas considérable. C'est juste votre monture, c'est pas les verres compris, là. Oui, alors mes verres sont également fabriqués en France. Hein. Mais c'est juste pour prendre une illustration au niveau de la monture. Ouais. Donc, tant que l'écart n'excède pas 20 à 30 €, on peut arriver à en vendre, même si les parts de marché diminuent, plus on monte au-delà du prix moyen, plus les parts de marché de ces produits baissent. Donc là, le prochain enjeu, c'est de maintenir des fabrications françaises aux alentours de ces prix-là, entre 160 et 170 € en prix de vente publique. TTC, puisque nous, on est un produit de santé reconnu comme tel, avec une TVA à 20%, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la pharmacie. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés particulières que vous rencontrez sur ce sujet de la réindustrialisation? Oui, après les difficultés, tout a été dit par les précédents interlocuteurs, l'hyper-réglementation tatillonne, l'application également par l'administration, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, ça. C'est-à-dire que, en définitive, il y a d'une part la réglementation et puis l'interprétation de cette réglementation avec des contrôles qui sont à la limite de la légalité par l'administration chargée de contrôler. C'est-à-dire que quand elle passe dans nos magasins, je pense au cas d'un opticien, donc la loi lui impose d'avoir 54 montures du 100% santé, il en avait 48, il a pris 500 € d'amende, avec une menace de 3 ans d'emprisonnement et 24 000 € d'amende. Enfin, vous comprenez bien que quand on menace des acteurs économiques de telles choses, ça n'encourage pas à la prise d'initiative. C'est complètement dément de prévoir d'une part des telles rétorsions en cas d'inapplication de la réglementation et ensuite de l'appliquer avec autant de violence. Gérard, vous vouliez intervenir? Oui, j'avais une doléance aussi, parce qu'on on a eu un petit problème aussi avec les douanes sur nos usines de vélos. Alors, on fabrique des vélos en 21, en 22, dans des volumes importants. Et puis, bien sûr, on a un petit CERFA des douanes à remplir avec un volume déclaré. Et puis, on dépasse ce volume-là et crac, on se fait rattraper par la patrouille. 2 ans après, crac. Et ça peut même mettre en risque ce type d'usine, parce que là les douanes ne rigolent pas. Et je trouve que cette obligation, les obligations qui nous sont imposées, le manque de souplesse et de compréhension, je crois que c'est aussi ça qui nous enlèvera la volonté de réindustrialiser la France. Voilà. Antoine Armand, est-ce que vous n'êtes plus ministre, certes, mais n'empêche qu'on a beau parler de simplification, la lourdeur administrative, les contraintes, elles sont toujours présentes, on n'en sort pas. Oui, et je reprends ce que vous disiez juste avant, parce que mon bref passage à Bercy m'a permis de voir à quel point ce que vous disiez était marquant et partout. C'est qu'il y a la norme,
mais il y a la manière dont elle est appliquée au quotidien. Et quand le législateur décide de fixer un certain nombre de contraintes réglementaires pour pour les commerces de différents types non alimentaires, c'est le décret qui est lui pris par le gouvernement et en réalité par les services qui fixe le nombre de montures. Je suis évidemment incapable de savoir pourquoi on dit 54 et pas 53. Et à la fin, c'est l'arrêté ministériel et c'est la personne de la direction des fraudes qui va juger ou pas si 48 montures à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est un manque de loyauté extraordinaire, insupportable, qui nécessite de menacer quelqu'un d'emprisonnement. En réalité, et je dis ça avec toute l'affection que j'ai pour la fonction publique, notamment des ministères économiques, c'est une révolution copernicienne qu'il faut faire. On est évidemment d'abord là pour encourager et faciliter au quotidien et en tout dernier ressort et uniquement en tout dernier ressort sanctionner. Mais le nombre, enfin, y compris quand j'étais ministre, chaque matin sur mon bureau, j'avais un certain nombre d'amendes, de sanctions, d'astreintes à signer, et ce n'était que les importantes, parce qu'il y a des délégations de signature pour toutes les petites. Donc je ne signe pas celle de 500 € pour les montures. Donc c'est tout le système. Et si je vais au bout de mon raisonnement, et vous me permettrez cette radicalité, sans doute entretenue par le fait qu'il y a beaucoup de monde dans les services qui contrôlent et qui sanctionnent, et un petit peu moins dans les services qui accompagnent et qui permettent l'innovation, qui fait que, je ne sais pas si le mot décourager est trop fort, mais qui vient créer une insécurité, pas seulement juridique, mais d'investissement dans un modèle. Et qu'on observe à nouveau pas chez nos voisins directs. À nouveau, je ne suis pas en train de nous comparer à la Chine ou au Brésil. Là, je parle vraiment de la situation en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et soit on a le courage de se le dire collectivement, de se rendre compte qu'aucun consommateur n'est menacé dans sa chair s'il y a 52 montures sur le présentoir, soit on continue, bon an, mal an, on fait des améliorations marginales, mais on en paiera les conséquences. Merci en tout cas. On n'a pas évoqué le fait, tout à l'heure, on a fait une table ronde sur l'attractivité locale. J'imagine qu'avoir des manufactures, des usines françaises pour vos collaborateurs, c'est une fierté ou pas? Si je vous pose la question, Eric. Oui, je crois que ça, c'est un élément extraordinaire de motivation. Mais encore une fois, il faut que les produits, bon, en tous les cas, nous, dans notre secteur, il faut qu'ils correspondent à un bénéfice consommateur et il faut qu'ils soient rentables pour le commerçant. Donc, je suppose que dans le vélo, c'est pareil. Il faut qu'on réussisse à une certaine quadrature du cercle. Mais en tous les cas, par exemple, le produit que je porte, on avait sorti une première série qui n'était pas extrêmement bien conçue. Bon, ça n'a pas été un succès extraordinaire. On a ressorti la même série avec le même design, des couleurs nouvelles, mais en simplifiant ce qu'on avait mal fait la première fois. À ce moment-là, le succès a été au rendez-vous. Donc, l'origine France garantie ou le Made in France, oui, mais évidemment, il faut que ce soit au bon prix et il faut qu'il corresponde à ce que le commerçant attend dans ses rayons. Vous faites vos AG à Beaune même, vous, non ? Oui, alors je rentre de notre assemblée générale hier à Beaune en Côte d'Or, et c'est vrai que de faire découvrir à nos associés nos outils de production, j'aurais aimé qu'on projette une photo, je l'ai envoyé à Olivier, mais je suis assez fier des nouveaux robots que nous avons commandés, qui nous permettent de multiplier par 2 nos capacités de production, de réduire, enfin de supprimer l'usage de l'eau pour le détourage des verres de lunettes, puisque un verre de lunettes, c'est 24 litres d'eau. Et donc là, on a complètement supprimé l'usage de l'eau pour détourer nos verres. Et c'est vrai que nos associés, quand ils sont repartis hier, ils ont vu des robots, ils ont vu des bras, ils ont vu tout un tas d'outils industriels. Et ils repartent avec des étoiles dans les yeux, c'est certain. Ouais. Et on avait fait cette journée hier sur notre plateforme, donc avec des food trucks, et donc on alternait conférences, visites de l'entreprise, etc. Ah, c'est vrai qu'ils sont repartis, ils étaient formidablement contents. Gérard, un mot sur et la fierté et puis l'impact environnemental, puisque ça joue beaucoup aussi, cette réindustrialisation. Ouais, moi j'en suis persuadé. Et puis nos équipes le vivent comme ça. Quelque part, c'est notre schéma de différenciation, le fait d'être une entreprise française.
une coopérative française, de pouvoir distribuer des produits que nous, Intersport, on a fait fabriquer en France. Je crois qu'effectivement, on arrive à découvrir le Graal pour nos équipes. Et quelque part, même si on fait quelques erreurs techniques, parce qu'on a aussi des problèmes d'assemblage, etc., quelque part, ça passe. Ça passe parce qu'effectivement, on défend notre pays, on défend nos enjeux économiques et sociétaux. Et je crois que ça me paraît essentiel aussi qu'on remette un petit peu de valeur dans ces enjeux-là. Dominique Potra. Ben on a nous, il y a 7 ans, refondé une partie de l'activité de notre laboratoire de dermocosmétiques sur le zéro ingrédient polémique et sur la naturalité. Et on a lancé en interne des soirées ou des petits déjeuners de présentation, et on arrive à mesurer parmi les collaborateurs non seulement l'adhésion, la fierté, mais aussi, et c'est simple, la consommation propre de nos produits. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, ça donne du sens, surtout pour les jeunes générations, surtout sur des produits qui respectent leurs annonces, zéro ingrédient polémique, c'était dur. Quand vous faites de l'anti-moustique, notre moustique à eau, il est un peu moins efficace. Donc, on a fait pendant 5 ans sans ingrédients polémiques. Et puis, pour les zones infestées et pour le tigre, on a remis du DIT dedans. Mais ça donne du sens parce qu'on a une adhésion et une consommation en interne. Alors, c'est ridiculement petit, mais c'est une vraie satisfaction pour tout le monde. J'imagine. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais vous laisser regagner la salle. Merci.